Hello à tous et bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de Dieu. Dans cet épisode, j'interviewe John et Raph du groupe Crazy Hope. Originaire de Belgique, le groupe s'est formé dans des camps jeunesse et leur vision était de faire de la musique chrétienne qui rejoigne le quotidien de tous. Alors on discute évidemment de leur musique, de scène, d'écriture, mais aussi de l'industrie musicale chrétienne d'aujourd'hui, ce qu'elle est, quel est son héritage et comment ça impacte la nouvelle génération de musiciens chrétiens. C'est une interview qui m'a marquée et aussi beaucoup appris parce qu'on a touché du doigt des sujets qu'on n'aborde pas très souvent. Au moment où je diffuse cet épisode, il reste 2 dates à leur tournée, le 25 novembre 2022 à Genève et le 26 novembre 2022 à Lyon. Je vous mets le lien vers la billetterie dans la description de l'épisode, vous voulez pas manquer ça. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Raph, salut John. Salut Stacy. Bienvenue à vous sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Je suis trop heureuse de pouvoir échanger avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dans un premier temps, vous présenter et présenter votre groupe Crazy Hope? Je te laisse te présenter, puis je présenterai le groupe. Mais tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci de nous recevoir. Il n'y a pas de quoi. Moi, je m'appelle Raph, je suis membre de Crazy Hope. Je sais pas ce que tu veux savoir exactement sur moi. Dans le groupe, je fais partie des compositeurs, donc ceux qui écrivent, et je suis aussi guitariste. Exact. Alors, moi, je m'appelle John, je suis le leader du groupe. Dans le groupe, j'écris aussi, notamment avec Raph, et à côté de ça, je suis le chanteur du groupe. Alors, Crazy Hope, c'est un groupe belge. Nous, on avait à cœur, en 2015, donc ça fait déjà quelques temps, il nous manquait un style de musique. Nous, on a été très touchés par la musique très tôt. Et on avait besoin d'avoir un style de musique particulier qui parle de ce qu'on vit chaque jour dans notre quotidien, qui peut nous accompagner quotidiennement. Et on recherchait ça en français, on trouvait pas ça. Alors on s'est dit, si on le faisait nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a lancé Crazy Hope. Trop bien. Et donc du coup, tu dis que vous avez été touché par la musique très tôt. Vous avez commencé comment? Alors, en tant que groupe ou individuellement? Individuellement. Ça c'est toi. Ok. Moi, je suis né dans une famille où tous mes frères et sœurs font un instrument. Donc, mon frère aîné a fait de la guitare et du sax. Mon deuxième frère est un maestro au piano. Ma sœur fait du sax et elle joue au piano aussi. Puis, celui qui est juste avant moi, lui, il a fait de la trompette et maintenant, il gère la guitare aussi. Donc, on a un background assez classique, donc on a commencé avec la musique classique et ça a vraiment été le premier, mes premiers pas dans la musique. Donc, on allait à l'école de musique, on répétait, on avait des examens, on avait toutes ces choses-là. Puis il arrivait un moment où il y avait évidemment le côté de la musique, ça reste de la musique, donc c'est un plaisir. Mais j'ai commencé à m'orienter vers des styles qui me plaisaient un peu plus. Des styles qui me parlaient, des choses que j'entendais à la radio et que je pouvais rejouer, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que mon expérience dans la musique a commencé. Et puis depuis ce jour-là, ça s'est plus arrêté. Ah, excellent. Et toi, John? Et alors, pour ma part, c'est totalement différent de Raph. Raph, ça s'entend, il est très précis, très rigoureux dans sa musique. Moi, j'ai découvert la musique parce que je sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai joué au tam-tam d'abord tout petit. Et alors, j'ai commencé à jouer à la batterie quand j'avais 8 ans, tu sais, plus ou moins, à l'église. Et un jour, j'ai reçu un synthétiseur, tu vois, un tout petit comme ça. Et je trouvais ça passionnant. Alors, je me levais plus tôt le matin avant d'aller à l'école pour pouvoir jouer, etc. Et j'ai appris comme ça tout seul. Et un jour, il y a un de mes cousins qui est venu chez moi et il a craqué, c'est pas bien. Donc, si tu veux couper ça, tu peux, mais je te dis la vérité. Il a craqué un logiciel qui s'appelle FL Studio. Et il l'a laissé sur notre ordi. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à composer. Et là, je devais avoir 12-13 ans. Et ça, c'est mon premier rapport avec la musique. C'est surtout à travers la composition. J'avais des trucs en tête, des mélodies. Je me suis dit, si j'essaye ça. Et mon deuxième rapport, c'est au moment où je me suis converti. C'est la musique qui m'a vraiment parlé. C'est la musique qui est vraiment venue me chercher. Il y a des prières que j'ai pu faire à travers des chansons. Et c'est aussi pour ça qu'on écrit de cette manière. Quand on regarde bien, nos chansons sont des prières. C'est notre relation avec la musique qui a fait ça. Et comment est-ce que vous vous êtes alors rencontrés tous ensemble, tout le groupe? Comment est-ce que ça a fait le groupe que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes tous dans la même église? Vous serviez tous ensemble? Ou comment ça s'est passé? Alors, tu veux que... Non, vas-y, je t'en prie. Alors, pour l'histoire, Raph et moi, c'est assez différent. On a une histoire
particulière. Il faut savoir que la chanteuse, c'est ma sœur. Donc, je la connais depuis qu'elle est née, puisqu'elle est plus petite que moi, un peu plus jeune que moi. Ouais. Pour le reste, on faisait des camps quand on était ados, et dans lequel on jouait ensemble. Et un jour, j'ai partagé aux autres membres, en dehors de Raph, aux autres membres, mon, mon rêve, c'était de pouvoir avoir un groupe chrétien qui est aussi qualitatif et qui fait une aussi grosse production que les groupes non chrétiens. En pouvant écrire et partager des chansons qui peuvent permettre aux gens de se retrouver dans la vie de tous les jours par rapport à leur foi. Il y a des jours où t'as pas spécialement envie de lever les bras et juste crier et chanter Elohim, Elohim, tu vois. Il y a des jours où t'as besoin d'avoir des mecs qui viennent te rejoindre dans ce que tu vis, et c'est ce que nous, on voulait vraiment écrire. Donc, en discutant, les personnes avec qui on faisait ces camps, à la base, on était 5, ils ont dit, mais nous, ça nous parle, on veut vraiment ça, et c'est comme ça que ça a commencé. Et avec Raph, c'est différent, parce qu'en fait, on a une histoire assez particulière, dans le sens où c'est comme si on se connaissait un peu depuis toujours avec Raph. Nos familles sont assez proches. Et avant, moi, je voulais être basketteur pro, lui aussi, et on était dans des centres de formation. Et puis ensuite, on a fait du droit ensemble. Je veux dire, on a vraiment eu un parcours où... Ah oui, similaire, ouais. Ah, c'est ça. Et le jour où je lui ai dit, j'ai vraiment à cœur de faire ça, il m'a dit, t'as encore volé mon idée, tu vois. C'est un truc que moi, j'avais à cœur depuis longtemps. Puis j'ai dit, allons-y. Voilà. En fait, tu le suis, quoi, c'est ça. Techniquement, c'est moi qui suis censé le suivre parce que je suis plus jeune que lui. Mais ouais, c'est ça. Je remets les points. C'est mon petit. On va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et vous êtes combien aujourd'hui? Dans le groupe, on est donc, il y a 5 qui sont les 5 originels. Enfin, il y a d'autres personnes qui sont parties entre-temps. Mais donc, on est 7 en tout. Sur scène, on est 7. Mais il nous arrive de temps en temps de ramener d'autres musiciens ou d'autres choristes quand on fait des plus grosses scènes, par exemple. Voilà. Ok. Et alors, donc, votre dernier album, il s'appelle Processus Expérience. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, ce processus dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? Bon, derrière le processus, ok, je vais donner une réponse à 2 balles, mais tu mets un peu ce que tu veux derrière le processus. C'est le tien. Dans le sens où c'est le tien. Ouais. C'est pas juste celui du groupe, c'est pas juste celui de Raph, c'est pas celui de John, c'est pas celui de n'importe qui, c'est vraiment ton processus. Et ce que nous, on a essayé de faire, c'est quand tu regardes même les autres albums, on essaye de faire passer un message en fonction des différentes étapes de la journée ou les différentes étapes de la vie. Et ça correspond au processus, je pense, que nous, par lequel nous, on est passé, mais aussi le processus que peut-être toute personne qui, à un moment donné, rencontre Dieu, est amenée à avoir. C'est aussi le processus, quand tu écoutes les différentes chansons, tu peux passer par toutes ces étapes-là dans la même journée. Et donc, c'est pour ça que on a fait des liens, pour les gens qui sont un peu plus fins. Si vous écoutez les chansons avec soin, vous verrez que, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Un de ces soirs. Il y en a une autre qui s'appelle Soleil et qui commence par Je me réveille et tu es là. Et donc, c'est plein de petites choses. Le but, c'était vraiment d'avoir un processus qui reflète ce que nous on vit, mais ce que les gens peuvent vivre aussi, et d'avoir cet album justement qui peuvent les accompagner dans les différentes étapes de leur vie, dans les aux différentes heures de la journée, et puis en fonction de ton mood, etc. Voilà, donc le processus aussi, c'est tout ce parcours on est passé avant d'arriver là où on en est aujourd'hui. Les sonorités sont très différentes d'une chanson à l'autre, et ça aussi, ça fait partie du processus. L'écriture est différente. Il y a des chansons où l'écriture est un peu plus, je veux dire, dans un style adoration, et d'autres où c'est vraiment la vie de tous les jours, en mode oui, tu es tout pour moi. C'est pas la chanson qui est, je veux dire, lyricalement parlant, la plus recherchée, mais ça reste une chanson qui est très pertinente pour nous, parce que voilà, dans les moments où t'as peut-être plus nécessairement les mots adéquats, oui, tu es tout pour moi, ça veut tout dire, c'est simple, ça résume bien la situation, et en même temps, voilà, moi je trouve ça très pertinent. Donc le processus, entre guillemets, a plusieurs sens. Tu lui donnes le sens que tu veux, mais voilà. Ouais, c'est processus spirituel, mais aussi il y a toute une réflexion derrière dans votre écriture et dans votre composition, qui fait que ça aussi c'est un processus en soi, de toute façon, d'écrire, de sortir un album, de produire, en fait, quel que soit l'art. De toute façon, ça reste un processus hyper personnel, qui ensuite devient un peu celui de tout le monde quand vous finissez par le partager, quoi. Et puis, c'est le processus de vie aussi. Nous, on a presque entre
20 et 30% de personnes qui nous suivent qui sont pas du tout chrétiennes et qui sont vraiment touchées par ce qu'on fait et qui arrivent à se retrouver dans ce qu'on fait. Alors que on n'écrit pas en se cachant. Je veux dire, c'est clair dans nos textes qu'on est chrétien, etc. Mais souvent, ce qu'ils nous disent, c'est vous rendez la foi accessible. Dans votre façon d'écrire, on peut s'y retrouver, on peut comprendre de quoi vous parlez. Et parfois, ça nous parle aussi, alors que de base, nous ne sommes pas chrétiens. Et donc, voilà. Mais ça, c'est beau, ça. Parce que du coup, ça veut dire que voilà, votre message, il évangélise en quelque sorte, mais pas que, enfin, voilà, pas que pour des personnes qui sont déjà en Christ et qui connaissent la parole, etc. Mais aussi d'autres, ça touche des publics beaucoup plus larges, quoi, du coup. Ouais, ça touche on essaie de toucher un public un peu plus large parce qu'on s'est rendu compte aussi, ça c'est le regard qu'on a avec un peu de recul. On se rend compte que parfois il y a un décalage entre l'église et la société. Et pour les personnes qui sont pas chrétiennes ou alors les personnes qui cherchent à avoir une relation avec Dieu, tu les mets dans une église, dans un culte ou dans un service à l'église. Ils comprennent pas tout. Voilà, ils comprennent pas tout et c'est un peu difficile pour eux de saisir, ok, qu'est-ce qui vient de se passer, Dieu c'est qui, comment, pourquoi. Mais nous, on a voulu vraiment pas simplifier les choses, vulgariser, mais juste rendre accessible. C'est ça. C'est-à-dire qu'avec peu importe le niveau de connaissance que tu as, tu peux écouter notre musique et te retrouver et te dire, ok, ah ouais, il y a un Dieu en fait qui est là pour moi et qui m'aide dans mes épreuves. Mais ça me fait penser, rien à voir, je fais une digression, mais ça me fait penser là cette semaine, j'ai vu un post sur un peu un compte parodique, tu vois, sur les églises qui s'appelle Church Milk, je sais pas si vous connaissez. Et et tu vois, ils ont posté un truc où c'était quand tu invites un pote à l'église et que tu vois, comme par hasard, tu vois, c'est le culte où tu vois, t'as tout le monde qui va se mettre à parler en langue, où il va se passer des trucs, machin, et les gens, ils comprennent rien en fait. Ils comprennent littéralement rien. C'est ça, et c'est là où tu dis: «Non, mais en fait, c'est pas du tout accessible, en fait». Enfin, c'est pas que c'est pas accessible, mais tu perds un peu les gens, je pense, à partir de là, tu vois? Quand ça sort un petit peu de «l'ordinaire» entre guillemets. Alors je dis pas que les églises doivent être, tu vois, hyper, formatées, pour pas, «choquer» entre guillemets, mais voilà, ça peut être, Tu sais quoi, on va aller ça même, peut être compliqué, quoi. on va aller même un pas plus loin. Je pensais pas qu'on ferait ça ici. On va même aller un pas plus loin. Même pour nous, les chrétiens, parfois. Je veux dire, il y a parfois des langages qui nous parlent pas. Parce que finalement, être chrétien, il y a aussi un langage, il y a une attitude à adopter, etc. Tu vois. Et nous, notre cœur, et je pense que ça se ressent dans notre musique, on veut quelque chose d'authentique. C'est-à-dire que l'amour qu'on veut avoir pour Dieu, on veut qu'elle soit authentique. C'est pas une attitude, c'est pas une habitude, tu vois. Et c'est là où c'est un peu l'une des choses qui me touche beaucoup. Jésus, il disait, je suis doux et humble de cœur. Mais je trouve ça profond parce qu'il dit humble de cœur. Il aurait pu être humble d'attitude, tu vois. Il aurait pu être humble d'habitude, il sait comment, oui, tu vois, comment ça, enfin, tu sais comment parler, ça va par la grâce. Mais ça se trouve, c'est faux, tu vois, il sait même pas ce qu'il raconte, mais on le dit, donc il le dit, etc. Et dans notre musique, non, nous, on voulait vraiment quelque chose d'authentique et être sincère dans ce qu'on vit, dans ce qu'on partage. Et c'est comme ça que les gens peuvent se retrouver et comprendre, en fait, le cheminement. Exactement, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et donc pour revenir à l'album, vous l'avez présenté, avec une vidéo de 4 titres que vous avez diffusée sur YouTube. Ces 4 titres, ils ont, enfin sur chaque vidéo, il y a une identité visuelle, très particulière. Comment est-ce que vous avez, travaillé là-dessus? Je vais y aller. Je vais y aller. Ok. Non, mais c'est intéressant. Là, tu es en train de parler de direction artistique. Et la question que tu poses, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez recherché à travers. Gros big up à Divine Création. Oui, gros big up à Divine Création. Ok, donc c'est qui, du coup, Divine Création? Alors, Divine Création, c'est une entreprise. C'est une agence visuelle. Donc, eux, ils font des clips, ils font ils font des vidéos aussi pour des entreprises, notamment. Et en fait, le CEO est chrétien. Et ils font vraiment, c'est des vidéos d'une grosse qualité. Vraiment d'une grosse qualité. Nous, c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Ben, ça se voit, je pense, Ça se voit, ouais. Ouais. C'est une grosse qualité. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Artistiquement, artistiquement, c'est important pour nous, comme on t'a dit, de faire une grosse production et d'aller dans quelque chose de recherché. On voulait vraiment permettre aux gens de rentrer dans un univers et de pouvoir vivre un moment particulier. Quand on parle de viens et prends la première place, je sais pas si tu vois, c'est très subtil, faut la chercher, mais derrière, tu as un peu l'impression qu'il y a un soleil qui se lève. Tu vois, il y a un cercle et les couleurs font que tu as l'impression qu'il y a un soleil qui se lève. Et c'est un peu prends la première place. Première chose que je veux faire le matin, je veux que tu sois la première personne à qui je parle. Je veux que la première place te soit attribuée. À travers ce décor, c'est un peu ça qu'on a cherché à mettre en évidence. Excellent.
Et donc ça, c'est des idées que vous, le groupe, vous avez, voilà, un peu, brainstormé ensemble? Ou est-ce que justement c'est, l'agence avec laquelle vous travaillez qui vous soumet un peu les idées? Enfin, comment est-ce que vous travaillez ensemble comme ça? Alors, pour être honnête, tout ce qui est direction, en fait, moi, je suis le directeur artistique aussi du groupe. Pour être précis, je vais t'aider quand même à comprendre. Je vais quand même remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Nous deux, donc, on a fait du droit. Moi, j'ai fait droit des affaires et puis j'ai fait propriété intellectuelle. Pour, en fait, pouvoir monter une structure, un label, finalement, qui nous donnera l'opportunité et puis qui nous permettra de faire ce qu'on voulait faire. Mmh. Dans cette structure-là, je suis aussi le directeur, on produit d'autres artistes, mais je suis aussi le directeur artistique donc de Crazy-O. Et à chaque fois qu'on parle de direction artistique, j'en discute avec toute l'équipe pour qu'ils me disent c'est OK ou qu'ils me mettent un veto. Mais une fois qu'ils sont OK avec ça, c'est notamment avec Divine Création ou avec d'autres personnes que l'on discute. Et eux, pour être honnête, quand je dis eux, je veux dire les musiciens, ceux qui jouent, ceux qui composent, ils s'en foutent un peu, tu vois. En mode, Chacun son métier en même temps, voilà, chacun son taf, quoi. et c'est comme ça qu'on arrive à tourner. C'est-à-dire que pendant que eux ils travaillent, des fois, eux ils sont en studio en train d'écrire, en train de jouer, et nous derrière, on est en train déjà de préparer toute la direction artistique des morceaux. Donc, voilà. Non, c'est super intéressant ça. Et donc du coup, parce que tu parlais justement de studio, et cetera, niveau composition, comment est-ce que, vous composez? Est-ce que, voilà, c'est chacun qui arrive un petit peu avec, ses textes ou avec, ses mélodies, et cetera? Vous mettez tout ça en commun? Est-ce que vous faites genre des résidences tous ensemble, vous vous retrouvez, vous dites: «Allez, c'est parti, pendant 3 jours, on écrit»? Comment vous faites ça? Il y a un peu de tout ce que tu as évoqué dans ta question. Il n'y a pas vraiment un schéma particulier qui se répète et qui fait que voilà, ça c'est la structure et la manière dont on travaille. C'est vrai qu'il y a certaines affinités entre les gens du groupe et c'est très facile. Par exemple, John et moi, on peut se retrouver dans la même pièce pendant 2 heures et on va pouvoir écrire 3 chansons. On a 3 idées comme ça qui vont sortir. Donc voilà, c'est vrai. Il y a vraiment des moments où on se dit allez c'est bon, on y va et on charbonne et puis c'est parti. Il y a pour te dire à quel point le schéma est très très différent. Je crois que c'est Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. C'est une chanson qu'on a écrite par WhatsApp. Ah oui, OK. Donc il me dit J'ai une idée. Ouais, il m'envoie un message en me disant et j'ai une idée. Et puis je vois une note vocale de genre je sais pas 24 secondes comme ça. Ouais, et j'entends ça, je me dis ah ouais, OK, ça m'inspire. Mais il était genre quoi 23h30 23h30 comme ça. Donc on était vraiment, enfin moi j'étais vraiment KO, j'entends ça et puis je me dis OK, ça m'inspire. Donc j'ai envoyé une autre note vocale. Et puis de fil en aiguille la chanson s'est construite. Bon, ça évidemment c'est la base, la structure. Après il y a tout le travail faut trouver les accords, les sonorités, les deuxièmes voix, les mots, il y a vraiment tout un travail de précision qui vient après. Mais disons que le premier jet, c'est vraiment créé comme ça. Que disparaissent tout ce qui t'empêche d'agir en moi. Je veux revenir. Apprends-moi, Seigneur, à vivre par la foi. Ô sois mon maître, je veux être mon Dieu où tu seras. Pour tout mon être, tu as un plan parfait et je le crois. Et puis parfois ça dépend, c'est très souvent John vient avec des idées et puis voilà, on vient compléter, ou parfois ça peut être moi. Là on a vraiment réussi à développer une alchimie dans le sens où on connaît nos forces et nos faiblesses et on sait à quel moment je sais à quel moment je dois intervenir, à quel moment je peux intervenir. Donc voilà, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de schéma bien spécifique pour l'écriture en tant que telle. Et puis après pour la composition, notre directeur musical c'est un génie. C'est vraiment pour la production, tu vois. Pour la production, pour la production. C'est vraiment un génie, ce qui fait que tu lui donnes une idée, tu lui donnes une direction et puis lui va venir avec des idées. Et c'est parti quoi. Ouais, en fait c'est vraiment ça que je voulais. Donc il y a vraiment ce travail d'équipe où chacun commence à être à l'aise. C'est vrai. Dans son rôle et puis cette collaboration. Mais pour l'écriture en tant que telle, voilà, ça dépend. Parfois ça peut être un thème qu'on a envie d'aborder en particulier, ou on peut écrire par rapport à une situation qu'on traverse, ou une situation qu'on a traversée. Je prends l'exemple de cette chanson Toi seul me suffit. C'était une chanson dans laquelle on traversait une phase où on se disait
j'ai beaucoup de choses dans ma vie en ce moment, j'ai plein de choses autour de moi, mais qu'est-ce qui est réellement important? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui est réellement important? Et le fait qu'on soit dans cette phase-là de notre vie en même temps, ça nous a aidé à écrire cette chanson et à revenir dessus, à travailler, peaufiner, etc. Parfois, ce sont des chansons qu'on a depuis longtemps, des textes qu'on a depuis longtemps, et puis on se dit, ouais, là, c'est le moment, c'est le temps. C'est le moment de développer ça. Exact. Et puis, bon, John aussi est quelqu'un il est très, très talentueux dans son écriture. Ce qui fait qu'il a la possibilité de te raconter quelque chose simplement, mais de manière juste, de manière précise et adéquate. Et par exemple, je vais balancer ça, je suis désolé. Je sais pas ce que tu vas dire, mais... Vas-y. La chanson Incapable qui est sur l'ancien album, moi perso c'est ma préférée. Toutes les chansons qu'on a sorties, c'est ma préférée, celle qui me parle le plus. Le plus fou là-dedans, c'est que c'était un one shot. Donc le gars était devant son piano et il a commencé à chanter, et l'Incapable que vous entendez aujourd'hui, c'est le même Incapable qu'il a enregistré la première fois. Je me sens incapable, je me sais incapable. Mais heureusement, c'est ta grâce qui compte. J'ai les pieds dans le sable, pas construit sur le roc. Mes fondations ne sont pas profondes. Et moi, je trouve ça juste énorme. Donc, mais c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Donc, pour revenir à ta question, il n'y a pas vraiment un schéma spécifique qu'on suit. Ça dépend un peu. Mais c'est vrai qu'on travaille un peu comme une industrie, ça c'est vrai. Dans le sens où, aujourd'hui on le sait, c'est vrai que parfois je viens avec des idées, parfois c'est lui qui me donne des idées aussi. Et une fois que je viens avec l'idée, je vais commencer à écrire. Lui, comme je t'ai dit, il est extrêmement rigoureux, il a l'amour des mots, tu vois, il a vraiment cette sensibilité, ce talent-là. Ouais, la fibre, Ouais, exactement. Donc moi, je lui donne. Et à chaque fois, c'est lui. Alors, il complète, il écrit, il dit, ah non, mais ça sonne pas bien. Ça sonne bien. Non, parfois, on n'est pas d'accord. Tu vois? il veut mettre un mot et je lui dis, mais personne va comprendre ton mot. Il me dit, mais si, il faut parler comme ça. Non. Tu vois? Le truc, faut sortir le dictionnaire pour comprendre la chanson. Ah ouais, vraiment. Tu sais que Monts et Vallées, par exemple, c'est pas une blague. Allez, on a débattu pendant combien de temps? 3 heures? 4 heures? Ouais. Attends, tu vois, la première phrase, elle dit, la vie n'est pas une constante. Et on a débattu sur constante ou constance pendant 3 heures. Donc on a été dans les dictionnaires, on a appelé des gens, pour un mot. Appelle un ami, ok, 50-50, d'accord. C'est ça. Et une fois que cette étape-là est faite, effectivement, alors on donne au directeur musical et c'est lui qui produit, et après on valide ou pas. Mais pour te donner l'exemple et pour te dire à quel point on travaille vraiment en famille et de manière authentique, il y a par exemple une chanson que j'ai écrite en studio, j'étais tellement content. Je suis revenu avec, je lui ai dit, mec, regarde ça, c'est un chef-d'œuvre. Lui et le directeur. Il t'a dit c'est nul. Lui, le directeur musical, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est vraiment nul. Mais genre, c'est vraiment nul. Et toi, t'étais tout fier. Mais oui, mais du coup, je leur dis, ok, avant, dites-moi pourquoi c'est nul. Ils m'ont donné des arguments et ils avaient raison. Ce qui fait que j'ai repris mon texte en les regardant mal et en disant je vous déteste. Et ça, c'est mon côté compétiteur. Mais du coup, je suis retourné dans la cabine en disant si c'est nul, vous allez voir, je vais écrire un truc qui va être bien. Tu vois? Voilà. Et voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir développé cette relation dans laquelle on peut vraiment être honnête et se dire les choses sans se vexer. On sait comment communiquer. Et donc, il y a cette facilité quand même au moment où on commence à écrire de se dire, ok, c'est dans telle direction qu'on va aller. Ça pourrait être bien. Ok, ouais, mais non, c'est pas ça qu'on a décidé à la base. Donc, ça nous aide. Ouais, ça nous aide beaucoup. Parce que le pire, c'est quand tu peux pas dire à quelqu'un, j'aime pas ce que tu fais. Et donc, tu travailles sur quelque chose parce que tu veux pas blesser son ego. Et tu bosses sur un truc qu'au final, tu sens pas, quoi. Non, mais toi, tu sais que tu as quelque chose à ajouter. Parce que lui, ses yeux, le talent qu'il a, c'est quelque chose que moi, j'ai pas. Et moi, ce que j'ai, c'est quelque chose qu'il a pas. Exact. Et donc, moi, je dis toujours qu'un groupe qui est réussi, c'est pas seulement un bon groupe, c'est un groupe qui est le mieux entouré. C'est la meilleure équipe qui est réussie, en fait. Ça va du gars qui écrit à la personne qui va vendre les merch, à la personne qui fait la stratégie marketing, tu vois. C'est une équipe entière qui gagne, en fait. C'est tout ça, ouais. Bah, c'est tout ça qui fait, effectivement, au final, la réussite du groupe. Et puisqu'on parle compo, moi, j'aime trop votre titre, Tout. Ah ouais? Attendez, pourquoi vous rigolez? Bah, c'est pas le titre le plus... Non, mais je vais vous dire pourquoi. Toute fin de ce titre, le petit passage compas. Oui, tu es tout, mon bouclier et
Je valide à 100%. Qui a eu l'idée de ce truc? Parce que c'est génial. Non, mais je me suis battu pour ça. Hein. Parce que personne Mais voulait. c'est trop beau! Mais c'est trop beau! Et en fait, ça dure même pas assez longtemps, quoi. Vous avez mis 30 secondes. Bah oui, parce que c'était une bagarre. Mais en vrai, ça aurait dû être plus long, effectivement. D'ailleurs, on donne les trucs, mais on a hésité à faire un remix totalement compas, tu vois. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Mais après, on va se catégoriser Ça. chrétien compas et... Ah, ça, c'est le risque, c'est le risque. C'est aussi un autre débat en studio qu'on a eu. On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur tout. Ouais. Donc, voilà. Il Fallait fallait on trancher. balance ou on reste... Parce que lui, ce qu'il voulait, il disait, si tu veux mettre du zouk dans cette chanson, écris une chanson zouk du début à la fin, tu réécris le texte. Ouais. Et lui, il voulait partir sur quelque chose, tu sais, d'un petit profond. Et moi, j'étais pas d'accord. Moi, je voulais juste mettre un mélange. Je voulais que l'auditeur, il se dise, ça, je l'ai pas vu, tu vois. Mais oui. On s'est battu, on a eu un compromis. C'est ça. Donc, du coup, tu as eu tes 30 petites secondes à la fin. Bon, voilà. En tout cas, moi, j'ai trop kiffé ce son. Quand j'ai entendu ça à la fin, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Trop bien. Et alors, pour parler un petit peu aussi de concerts, de tournées, etc., vous avez organisé un concert là en mars dernier. Après, évidemment, une longue pause, hein, un peu comme tous les artistes avec le Covid, etc. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que c'était ces retrouvailles avec votre public? C'est super dur de répondre à ça. C'est là. Tu veux que toi, tu veux y aller? Commence. C'est super vaste. Alors, pour nous, effectivement, la pause était encore plus longue pour les autres artistes. Parce que notre dernier concert était en 2019 et on avait décidé de ne plus faire de concert pendant un an et de ne plus rien sortir tant qu'on n'avait pas fini le travail artistique qu'on souhaitait faire. Mais quand on l'a fini, c'était le Covid. Donc, notre pause a vraiment été... C'est une pause de 3 ans presque, sans faire de concert, etc. Ouais, c'est énorme. On a énormément pu évoluer. En fait, notre concert aussi, c'est un processus. Donc, il y a une histoire du début à la fin. On prend l'auditeur d'un endroit, on l'emmène jusqu'à un autre. Et on a eu l'occasion de travailler tout ça, notamment pendant tout ce temps, en pouvant observer aussi les autres artistes, qu'est-ce que eux faisaient dans le monde aussi. J'avoue, désolé, s'il y a des puristes, ils vont dire c'est pas bien, mais nous, on l'a dit. Donc, en regardant qu'est-ce qu'ils font, en regardant les chrétiens aussi, évidemment, les artistes chrétiens, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et pour nous, c'était à la fois un défi, parce qu'il faut savoir qu'on faisait partie des premiers groupes belges à avoir une aussi grosse salle à ce moment-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les salles en 2020, donc ceux qui avaient réservé leur salle en 2020, ils ont dû postposer en 2021. Et puis en 2022. Donc ceux qui avaient déjà réservé en 2022, ils étaient postposés en 2022 et en 2023. Donc avoir une salle à ce moment-là, pour un artiste, c'est une guerre. Parce que tout est quasi déjà pris. Tout le monde est sur les créneaux, en fait. Ouais. Tout le monde est sur les créneaux. Et d'ailleurs, maintenant, tu dois sûrement voir sur les réseaux, tout le monde est en train d'annoncer des dates, tu vois. Carrément. C'est de partout, ouais. C'est de partout. Parce que c'est enfin maintenant qu'on peut avoir accès aux salles, etc. Et donc, nous, on était vraiment dans les premiers, dès qu'ils ont pu réouvrir, etc. Donc, c'était un défi de savoir faire venir les gens jusque-là, que les gens se sentent en confiance de pouvoir venir. C'est un défi de se dire, OK, on va faire une grosse production directement, parce que c'est notre cœur. Hein. On n'a pas lessivé sur les moyens du tout. On a cherché directement à faire une grosse production. Mais après, c'est notre cœur, c'est le concert. C'est le moment où on peut vraiment partager honnêtement qui on est. Et tu vois, les mots disent des choses, mais la vibe, elle ment pas. Tu vois, le jour où tu es face aux gens, où tu rencontres les gens, où tu les entends, c'est ça. Tu sais dire, en fait, ils mentent pas. C'est vraiment eux. Donc le concert, pour nous, c'est le plus important. Non, c'est trop bien. Pour répondre à ta question, les retrouvailles avec le public, c'était d'abord des retrouvailles avec nous-mêmes en tant que groupe, se retrouver sur scène, vraiment avoir l'occasion de partager. Et je pense qu'un point qui m'a vraiment marqué dans le concert du mois de mars, c'était le kiff d'être sur scène et de partager ce qu'on a fait, de partager qui Dieu est pour nous à travers la musique, de voir des gens qui ont une rencontre avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment un témoignage énorme je pense que c'est l'un des meilleurs compliments que je puisse recevoir à titre personnel, mais aussi pour le groupe, c'est de se dire que on a réussi à emmener les gens dans la présence de Dieu. Peu importe ce que ça signifie pour eux. Certaines personnes ont l'habitude de côtoyer des milieux comme celui du concert, comme notre groupe. D'autres n'ont pas cette habitude-là. Mais peu importe, le fait de voir que, à un moment donné, il y a toute la salle qui chante pour louer Dieu, et nous, on n'existe même plus. En fait, c'est juste Dieu qui est là et qui manifeste sa gloire et sa présence dans la salle. Ça, c'est vraiment une satisfaction énorme, parce que tu te dis, OK, c'est bon, j'ai fait mon job, j'ai fait mon taf.
Donc là, c'est plus... je les vois pas vraiment comme un public, je vois plus ça comme une communauté. On était vraiment en esprit de... On était ensemble, on était ensemble. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Au moment où t'es le plus petit dans la salle, c'est là que Dieu est le plus grand. Et ça, c'était vraiment le meilleur moment du concert. Et puis de voir les gens vivre au fond les chansons aussi. C'est vrai que c'est important. Ouais, c'est vraiment important. Vous avez l'occasion un petit peu après les concerts de discuter un petit peu avec eux, d'échanger, savoir ce qu'ils ont pensé du concert et tout? Alors on le fait tout le temps. Ça, c'est une de nos règles en fait. C'est notre état de... Nous, on veut être proche des gens. On écrit des chansons pour qu'ils le vivent tous les jours. Donc on veut être proche d'eux aussi. Donc on a eu l'occasion. Et on a eu des témoignages qui sont vraiment touchants aussi. Et encourageants. Ouais. Ah, c'est trop bien. Et donc vous avez prévu donc une tournée à l'automne là. Donc comment est-ce que vous préparez ça? Dans le sens, comment est-ce que vous choisissez les chants que vous allez chanter? Est-ce que vous chantez exclusivement vos titres ou est-ce que vous avez prévu des covers? Bon là, je demande un peu des exclus, mais bon, voilà. Est-ce que vous allez avoir des invités? Ce genre de choses, voilà. En fait, ce qui me fait tes questions me font souvent sourire parce que tu t'en rends pas compte, mais tu réfléchis comme une personne dans l'industrie. Tu as envie de savoir, mais c'est quoi le mécanisme qui fait qu'on arrive là? C'est les dessous, tu vois. Tout le monde pose pas ce genre de questions. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, comment on fonctionne? Je sais pas si tu sais comment fonctionne une tournée, comment on monte en général une tournée. Mais non, vas-y. Là, on va parler un peu, c'est du business de la musique. Pas business parce qu'on fait de l'argent, business parce que c'est de la production. C'est de l'industrie. Ouais. Ok. Alors, globalement, il faut savoir que quand tu produis une tournée, entre les dates, t'as pas le temps de répéter, souvent t'as pas le temps de répéter, ou de chercher à avoir de nouveaux, de différents chants, etc. Donc, tu travailles en amont sur une setlist, un concert que tu vas savoir reproduire plusieurs fois à plusieurs endroits. Tu sais l'aménager parfois, enlever des chants, rajouter des chants s'il faut, mais globalement, c'est la même structure de concert. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour le premier concert qu'on avait à cœur de faire, on a travaillé comme des fous pour avoir on appelle ça un show au final, même s'il y a des moments de louange, etc., mais on appelle ça un show pour avoir un show cohérent du début à la fin qui, comme je l'ai dit précédemment, emmène l'auditeur d'un endroit à l'autre. On veut vraiment qu'il se sente à l'aise, qu'il puisse chanter et qu'à la fin, il soit limite en train de danser et de sauter dans tous les sens, tellement il est heureux de vivre ce qu'il a fait. Et c'est sur cette base-là que nous, on a programmé et qu'on a prévu le show. Là, on a fait le concert en Belgique. On a vu qu'est-ce que ça donnait, comment les gens ont apprécié. On a discuté ensemble, on s'est dit, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne pas. On s'est dit, tu vois, ce qu'on a à cœur de communiquer, par exemple, il y a une chanson qui parle, tu es ma force, je sais pas si tu vois. Tu es ma force. Quand je perds la raison, donne-moi ta force. Pour sortir de ma prison, tu es ma force. Quand je perds la raison, donne-moi ta force. Pour sortir de ma prison. La chanson et qui parle du fait que, parce que toutes les chansons ont une histoire, qui parle du fait que il y a des moments où dans nos vies on se retrouve en prison. Parfois c'est notre passé, parfois c'est ce qu'on a vécu, peu importe. Et que dans ce moment-là, on veut proclamer aux gens, on veut que les gens dans cette salle puissent proclamer le fait que, ok, tu es ma force même quand je suis en prison. Et désormais, je vais sortir de là, tu vois. Et ça, c'est... Et quand on sent qu'on atteint l'objectif, on se dit ensemble, super. Si on n'y a pas atteint, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il faudrait que tu expliques avant le chant. Ou, ça peut être intéressant. Et c'est comme ça qu'on améliore après chaque concert le show, entre guillemets. Donc tu retravailles en fait tu retravailles un petit peu du coup le fil conducteur ou ce que tu expliques pas, les interactions avec le public, etc. Voilà. Et ça, souvent, on le bosse ensemble. Les interactions, on écrit et puis on bosse ensemble et il valide pas, il dit c'est bien, c'est pas clair. Et pareil du coup sur le côté visuel, enfin tu vois sur le côté un peu plus scénographie, etc. Est-ce que là aussi vous travaillez un petit peu avec la boîte dont tu parlais tout à l'heure, Divine Création, ou là c'est plus toi en tant que directeur artistique du coup qui bosse ça? Ok, je continue. Ok. Alors, par rapport à ça, on travaille avec une autre boîte qui est spécialisée pour ça. C'est leur métier. Ils font plein de concerts dans le monde, etc. Et on les a découverts parce qu'il y avait l'un d'entre eux qui était chrétien, tu vois. Et quand on a su ça, bref, voilà. Alors, ce qu'on a fait, on rentre dans l'intimité. Une fois que le show est fini, on a pris cette boîte-là en question et on a loué une salle de concert pendant 2, 3, 4 jours. Okay.
Et on a testé. On a fait le show, je leur ai dit, OK, quand on commence, je veux qu'on s'arrête là, la lumière doit être ça, etc. En termes de son, le directeur musical disait, là, on veut que le public ressente ça, donc la basse doit être plus forte à ce moment-là, les voix, ils sont trop forts à ce moment-là, on a besoin de ça, etc., etc. Et c'est quand on a fini de travailler avec eux qu'on sait que notre show, notre concert est prêt, et c'est à ce moment-là qu'on va le présenter aux gens, en fait, et qu'on va vivre, voilà. Puis il y a toute la phase d'organisation des concerts. J'ai l'impression que ça t'intéresse, mais ça faudrait avoir. Je sais pas si ça fait Mais partie oui, du oui, non, mais podcast. oui, ça m'intéresse. Non, mais ça m'intéresse vraiment et je pense que ça peut aussi intéresser les gens parce que on vient dans des concerts et en fait, on s'imagine pas tout ça, tu vois. Effectivement, le côté, ok, là, il faut monter la basse. Bon, les lumières, on s'imagine, tu vois. Mais tu vois, là, ce que t'expliques, c'est hyper intéressant, ouais. Mais en fait, la musique est un métier. Je dis bien que c'est un métier compliqué parce que il y a énormément de rôles qui sont pas connus, tu vois. Et alors souvent, un artiste pense qu'il peut tout faire, tu vois. Et du coup, malheureusement, il y a des choses pour lesquelles il va être très bon, et des choses pour lesquelles il va pas du tout être bon. Ce qui fait que c'est compliqué. Nous, si on travaille avec une boîte pour la lumière, pour le son, etc., c'est parce qu'on sait que c'est pas notre force à nous. On veut compter sur leur force à eux, sur la scénographie, pareil. Et alors, nous, on a fait, t'es pas venu à tous, mais donc je vais parler pour moi, comme ça je t'incrimine pas. Ok? Moi, j'ai fait entre 2018 et 2020, donc quand la pandémie s'est arrêtée, une 60aine de concerts. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai été voir une 60aine de concerts. Et quasi à chaque concert, je prenais des notes. Tu vois? J'étais en mode, ah, mais c'est ça, ah, c'est ça, ah, c'est ça. Et en fait, être scénographe, la direction artistique, c'est tout un métier. C'est tout un métier d'arriver à transmettre ce que tu aimerais partager. Et alors, l'enjeu, mais on en discutera peut-être une autre fois, c'est aussi le financement, tu vois. Parce que t'as pas idée de ce que ça coûte de travailler de cette manière-là. Mais oui, mais j'imagine. Non, mais on va en parler parce que c'est hyper intéressant. Vous, du coup, est-ce que vous vivez de ça à temps plein? Si vous avez envie de dire, hein, vous n'êtes pas obligé, hein, mais est-ce que vous vivez de ça à temps plein ou est-ce que vous avez du coup un travail à côté? Moi, j'ai un travail sur le côté pour le moment. Mais voilà. Je précise pour le moment. Je précise pour le moment parce que effectivement, comme on l'a dit, la musique c'est un travail et c'est un travail compliqué. Je pense que l'objectif, en tout cas l'idéal, ce serait de pouvoir vivre de ça. Vraiment se réveiller le matin et dire ok, non, aujourd'hui je bosse et je fais du son. Je fais du son dans les différents aspects, mais je bosse et je fais du son. Et voilà. Et non seulement parce que c'est un kiff, mais aussi parce que c'est un vrai challenge. Tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, tu arrives à un concert, toi tu vois juste la musique qui sonne bien, tu vois les lumières, mais pas forcément tout ce qui se passe en amont. Et ça peut être décourageant, mais nous, ce sont des choses qui nous boostent justement de travailler en amont et de se dire, ok, ouais, faut faire ça, faut que ce soit carré, faut que... Vraiment, c'est tout un univers qui fait que, waouh, on a envie de vivre de ça, on a envie de se lancer dedans. Pour le moment, c'est pas encore possible, mais... dès que ce sera possible, bon, allez, c'est parti. C'est drôle. Moi, pour ma part, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que effectivement, je peux être à temps plein, mais en fait, il faut savoir que donc j'ai lancé l'entreprise, donc tu sais le label en question, mais j'ai lancé 3 autres entreprises aussi. Et voilà, du coup, je suis dans ça. Je sais pas à quel point je vais être précis dans tout ça, mais je suis dans tout ça. C'est tellement vague. Mais donc, du coup, tous les membres du groupe ont une activité à côté du groupe. Non, le directeur musical aussi est en plein dans la musique. Mais en fait, quand on est en plein musique, par exemple, comme lui, on travaille beaucoup pour Crazy Hope, mais pas que. Ça veut dire qu'on travaille, on produit d'autres artistes, on travaille sur d'autres choses aussi. Il y a une autre question qui me vient, c'est du coup par rapport à ce que vous expliquez un petit peu du milieu, enfin en tout cas de l'industrie musicale. Comment est-ce que c'est en Belgique? Parce que bon, moi j'ai un peu plus une idée de comment les choses se passent en France. Je vois un peu les tournées qui se font, les artistes qui se produisent, etc. En Belgique, comment est-ce que c'est? Est-ce que vous sentez déjà que c'est différent de la France? Parce que peut-être que pas du tout. Différent peut-être même aussi du Québec, parce que voilà, il y a aussi pas mal d'artistes qui sont de ce côté-là. Comment est-ce que vous percevez la scène de la louange francophone en Belgique? Ok. Je te regardais, je me suis dit, tu vas y aller là. Non mais ça, faut que tu comprennes. En fait, on te dit tout, mais c'est une question politiquement délicate, tu vois. Donc, il faut toujours savoir peser correctement les mots, etc., etc. Mais je suis curieux, avant de répondre à ces questions, je suis curieux de savoir, tu m'as dit que toi, tu voyais comment ça se passait en France. Comment est-ce que ça se passe en France, selon tes yeux, pour toi?
Selon mes yeux, beh, je trouve que déjà il y a une grande scène émergente, tu vois? On voit de plus en plus je veux pas dire petits artistes parce qu'il y a pas de petits et grands artistes, mais si tu veux, voilà, de personnes qui se lancent. En tout cas, je vois beaucoup ça, en France en ce moment et du coup, beaucoup moins de personnes qui sont là depuis très longtemps. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, tu vois? Et après, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais aussi, tout à l'heure, heu, en ce moment, il y a des concerts un peu, partout parce que voilà, ça reprend et il se passe des choses et ça, c'est super bien. Et après, c'est pour ça que je sais pas trop aussi en Belgique s'il y a eu cet élan aussi de concerts qui ont repris et cetera. Ok. Alors, tu sais, j'ai pas l'habitude de parler autant, de rentrer dans le vif du sujet en termes d'industrie musicale. Ça intéresse pas grand monde, tu Ouais. sais. Donc, souvent, je me retiens. Tu vois son sourire, hein? Tu vois son sourire. Mais non, il est content là, il est content. Non mais moi ça m'intéresse trop en fait, j'aime bien savoir ces choses-là parce que je trouve ça vraiment passionnant. Ok, mais alors, en fait, tu as fait référence à plusieurs points. Tu as parlé du fait que des artistes puissent durer dans le temps. Tu as parlé du fait que... tu as parlé du fait qu'il y a une scène émergente. Ok. En fait, tu as tout à fait raison. Il y a une grosse scène émergente. Ça, c'est lié à ce qui se passe dans l'industrie musicale globale. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour les artistes de se produire. Ah, maintenant, avec un ordinateur, une petite carte son, etc., tu peux avoir un home studio qui est très très quali. En tout cas, qui sonne très quali. Donc, c'est plus facile pour énormément de personnes de se lancer. Si tu fais bien attention, si tu observes bien, le type d'artistes qui émerge le plus, c'est des artistes des artistes sur la scène urbaine qu'on Exact. qualifie souvent de urbain. Mmh. Parce que c'est eux qui ont le plus facile à se produire. C'est un peu plus compliqué pour des artistes pour les groupes comme nous, parce que nous, on a besoin d'aller en studio, on a besoin, tu sais, on est des musiciens, donc on a besoin de pouvoir enregistrer live. Et alors, plus tu montes en qualité, et plus tes besoins sont grands. C'est-à-dire que lui, par exemple, en tant que guitariste, il a besoin d'avoir un certain type de compresseur, des effets. Il faut que l'ampli soit capable de ressortir le son tel que lui le recherche. Parce que parfois, on fait des répétitions juste pour la sonorité des guitares, tu vois. Donc, ça va jusque-là. Donc, pour ces groupes-là, c'est un peu plus difficile. Et c'est pour ça qu'il y a moins de groupes comme ça qui émergent, si tu regardes bien. Ça existe de moins en moins. Tu vois. Oui parce que du coup, c'est pas comme si, genre tu bosses avec une prod, tu appuies play et tu chantes dessus quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est ça. Mais de l'autre côté, l'industrie urbaine est un monde qui est vraiment en train de fleurir dans le sens où les beatmakers prennent toute une autre place, les ingé-sons aussi prennent toute une autre place. Il y a d'autres acteurs qui deviennent aussi importants. Donc, leur travail est pas du tout à minimiser, mais c'est juste que c'est vrai que c'est un travail totalement différent. En ce qui concerne le fait que les artistes puissent durer longtemps dans le temps, en fait, ça, c'est très lié au terrain, si je peux dire ça comme ça, au marché chrétien, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Tu vois, c'est très difficile d'être un artiste chrétien, on s'en rend pas compte, mais c'est très difficile parce que dès que tu veux faire de la qualité, non seulement tu mets beaucoup, mais tu as très 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 peu de revenus. Retour sur investissement, ouais. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut que tu saches, parce que tu as demandé comment ça se passe en Belgique. Mm. Globalement, je pense dans le monde francophone, c'est comme ça. Il faut que tu saches que nous, on hérite d'une mentalité. Tu vois, on hérite d'une culture, on hérite d'une histoire chrétienne qui fait que pour beaucoup, par exemple, le rap, ça a pris du temps avant que ce soit accepté, si je peux dire ça comme ça. Et ce qui fait que beaucoup encore d'églises ou de pasteurs, etc., sont très réticents, très méfiants envers les groupes de musique qui ne viennent pas de leur église, de leur association, etc., etc. Tout ça fait que parfois, tu as des freins et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on est freiné comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas invité là-bas alors qu'on a clairement le niveau et que tu vois que les artistes qui sont invités là-bas sont certes bons, mais ne correspondent pas autant que tu aurais pu correspondre pour cet événement, par exemple, tu vois. Tu te dis, pourquoi est-ce que tel te boycotte? On parle français, hein, on parle français. Tu vois, tu te dis... Ouais, bah oui. Non, mais vas-y, ouais. Ça peut arriver que tu te dises, c'est fou, tu vois, ce festival, il est à côté. Ils savent qu'on est là, etc., etc. Mais ils vont pas ils vont pas te booker, ils vont préférer prendre quelqu'un qui vient de l'autre côté de l'Angleterre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou pire, parfois ils t'appellent, mais en tant que groupe, tu sais, nous on commence à avoir des conditions minimales pour avoir vraiment de la qualité. Et ça les dérange pas que ce soit un autre groupe qui les impose, mais si ça vient d'à côté de chez lui, voilà, c'est un peu... Et en fait, tout ça fait qu'à un moment, les artistes chrétiens, ils sont découragés. Et on comprend, tu vois. Et je pense aussi que le deuxième facteur qui fait que les artistes ont du mal aussi à rester longtemps, c'est que malheureusement, nous, en tant que chrétiens, on n'a pas développé dans l'industrie
une position qui nous permette de tenir administrativement. Je m'explique. Dans l'industrie métallurgique, par exemple, tu as des syndicats, tu as plein de choses qui ont été créées, tu vois. Et malheureusement, on manque pour l'instant, ça va venir, mais on manque de cette unité de personnes capables de dire « Ah, mais pour les droits d'auteur, vous savez pas comment ça fonctionne ? Ah, mais la SACEM fonctionne à autant. Quand tu déposes ton droit, tu peux récupérer sur ça, tu as des bourses pour ceci, de cela, etc. » Et donc, toute cette structuration, malheureusement, elle n'existe pas. Et alors, elle n'existe pas, elle n'est pas très connue dans le milieu chrétien. Et donc, c'est comme si il y a eu des précurseurs. On peut citer des noms. Il y a eu des gars comme Exo, il y a eu des gars comme Impact qui ont tracé un boulevard. Et t'as presque parfois j'ai presque le sentiment, peut-être à tort, hein, mais parfois j'ai presque le sentiment que ces gars, c'est des précurseurs. Ils ont ouvert des portes énormes, mais en même temps, tous les gens qui viennent derrière, c'est comme si ils ont, et ouais, il y a toujours des tu vois, c'est pas comme si il y a une route qui est balisée, c'est maintenant, voilà, vous pouvez rouler dessus. Non. Chacun va devoir chercher sa route, et ce manque de structure globale, où tu as des gens qui peuvent se dire, hey, viens, regarde, là, c'est ça qui est en train de se passer. À ce moment, tu as tel moment de ta carrière, c'est intéressant, c'est ça, etc., etc. Ça, c'est des choses qui nous manquent un peu. Mais c'est des choses qui arrivent. Il y a de plus en plus de labels qui naissent, et voilà. Mais du coup, sans parler de... Enfin, toi, tu parles un peu d'une structure genre purement administrative et hyper cadrée, etc. Est-ce que, sans aller jusque-là, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent exister beaucoup plus informelles, tu vois, plus en mode de solidarité ou en mode tutorat, mentorat, je sais pas trop comment dire, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez reçu, tu vois, ou peut-être même est-ce que vous avez demandé de l'aide d'autres groupes ou d'autres artistes qui, eux, étaient déjà passés par des difficultés que vous avez pu rencontrer, etc.? Pour nous, personnellement, je pense qu'il y a vraiment eu un gros travail de recherche que peut-être tout le monde n'est pas prêt à faire. Je pense que, surtout en francophonie, en tout cas de mon expérience, que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est un peu dans une culture où c'est très facile de satisfaire du minimum. Et donc on creuse pas, on cherche pas. On va pas forcément chercher à rentrer en contact avec telle personne qui va me dire des vérités. Et donc je vais devoir adapter ma manière de réfléchir, ma manière de penser, ma manière de produire, ma manière de me comporter. Ma manière de procéder, d'écrire, etc. On n'a pas envie d'avoir ces conversations qui sont difficiles, on n'est pas prêt. Quand on les entend, c'est généralement à base de « cette personne, t'as vu, c'est bon, il a percé, t'as vu pour qui il se prend. » Donc nous, en tout cas, je pense que c'est une attitude qu'on essaie toujours de cultiver, c'est d'apprendre, de voir comment ça se passe ailleurs. Il y a différents intervenants, différentes personnes qui sont là sur notre route et qui peuvent nous aiguiller. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est que parfois on n'a pas les infos tout simplement parce qu'on ne demande pas. Et il faut faire ce premier pas. Je pense que c'est clair que c'est bien d'avoir une structure qui est là en place et tout, mais s'il y a une structure et que personne n'est intéressé par ça ou que personne n'est prêt à faire le premier pas, la structure servira à rien. Et c'est un peu le mindset qu'on a, je trouve, en francophonie, on est dans une mentalité très attentiste, en mode comment ça se fait que ça fonctionne pas, ou plutôt que de se dire qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Maintenant, c'est vrai que nous, on a beaucoup cherché, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes qui nous ont beaucoup aidés. C'est vrai, on a oublié de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés dès les premiers instants où on a joué. Mais ça passe aussi par tous les trucs que les gens voient pas. Donc, c'est vrai, ça, qui? Tu penses à qui quand tu dis ça? Les gens qui nous ont aidés. Ouais. Les opportunités qu'on a eu de jouer dans les camps. Ah oui, dans ce sens-là, c'est vrai. Les opportunités qu'on a eu dans nos types d'église. Dans nos types d'église. Il y a un moment donné où, c'est vrai que certaines personnes, certains leaders ont vu le potentiel en nous. Ils nous ont dit, ok, allez-y, mettez-vous devant. Et donc, c'est vrai qu'on a appris sur le tas. Je repense au premier concert qu'on a fait à Limoges. Totalement. Voilà, franchement, on va dire que l'ambiance était bien. L'ambiance était bien, ouais, on va s'arrêter là. Ah, ça c'est tout. Je veux dire que l'ambiance était bien. Mais voilà, c'est en regardant les vidéos, c'est en discutant avec d'autres gens aussi, des gens qui sont un peu plus expérimentés, qu'on a eu ça, mais ça reste quand même très il faut être actif, il faut être proactif. Donc c'est vraiment la démarche d'aller chercher l'information dont tu as besoin, et il faut frapper à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 portes. Parce que tu as des refus, tu vois. Quand on a fait le premier album Processus, je sais pas qui on n'a pas appelé. Hein. Enfin, non, j'abuse, mais on a vraiment appelé beaucoup de gens. Ouais. Et en même temps, je les comprends, mais ils se disent, on n'a pas le temps, vous êtes des petits gars.
Vous voulez quoi, tu vois? Donc, Ouais. pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut persévérer. Ça, c'est persévérer. Ben, il faut être prêt à entendre le non aussi, quoi. Ça fait un peu Ouais, c'est partie ça. c'est partie du jeu, hein. Pas obligé de dire oui tout le temps. Ouais, c'est ça. Et tu parlais tu as évoqué un point intéressant aussi, celle de la rémunération, tu vois? En disant: «Ouais, ça y est, tu demandes tant, tant, tant parce que voilà, tu as percé, nin nin nin». Il y avait, à l'époque, c'était KS Bloom, je sais pas, il y a quelques mois de ça, qui avait fait une vidéo justement, je crois sur TikTok, sur Insta, je sais plus, où Ouais, il parlait, tu sais, d'un concert de Dena Moana qui coûtait je sais plus combien et en gros, les gens, tu vois, se plaignaient en disant: «Non mais attendez, c'est quoi ces tarifs?» et cetera et il lui disait: «Non mais en fait, tu vois, on mange pas, juste du pain et de l'eau, quoi». Enfin, c'est ça, il tu faut vois, calculer c'est aussi. tu as toujours un peu ce décalage où de se dire, en fait, les gens sont toujours prêts à mettre, beaucoup, parfois pour, des concerts, tu vois, de musique, voilà, Bien de sûr. multi-créatif et cetera. Bien Mais sûr. par contre, d'un coup, parce que c'est une artiste, chrétienne ou un artiste chrétien, ben, faudrait que ce soit limite gratuit tout le temps, quoi. Ou gratuit ou pas cher. Mais en fait, c'est des gens qui ont investi et vous en parliez tout à l'heure, en fait, clairement, c'est des moyens financiers, hein, tu vois, qui sont engagés. Et du coup, en fait, pourquoi ne pas reconnaître aussi, bah, la valeur financière du travail de nos artistes, quoi? Ben, comme John le disait tout à l'heure, on a hérité d'une culture, Culture, c'est un héritage. tu vois. C'est un héritage dans le sens où je pense que la majorité des chrétiens, du moins en francophonie, sont pas prêts à mettre le prix pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, ça peut être leur ignorance par rapport à tous les coûts afférents à Tout à fait. l'organisation d'un concert. Mmh. Si tu veux, enfin bêtement, si tu joues avec un batteur, avec un claviériste, avec un guitariste, un bassiste et deux chanteurs, ça te fait juste 6 personnes. Les 6 personnes là sont des gens qui ont pris du temps pour répéter. Sont des gens qui ont pris du temps pour se déplacer, Qui ont pris congé. qui ont pris congé, sont des gens qui ont dû arranger, qui ont dû arranger leurs horaires à la maison avec leurs frères et sœurs ou Leurs femmes, leurs leurs maris, femmes, leurs etc. enfants. Donc il y a tout un tas de contraintes, il y a une organisation qui est là aussi. Qui ont investi Là, de l'argent dans leur matériel. ouais, c'est ça, qui ont investi de l'argent dans leur matériel parce que ah ouais, le C'est son ça. était trop bien, mais Ta le guitare, gars il joue sur un clavier qui coûte 4000 balles. ouais, c'est ça, Tu 4000 vois. balles. Et C'est toi, ça, tu bah viens ouais, juste là bien et tu sûr. t'attends à ce que le gars en question, il touche rien. Oui. Le but, c'est même pas de s'enrichir. Parce que quand tu Non. regardes dans la majorité des cas, Non. les artistes se font même pas un bénéfice de ouf. C'est Ils font juste pas pour un couvrir, bénéfice. c'est juste Ouais. pour couvrir les frais. Ils font même pas Ouais, de- rentrer dans tes frais, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est une mentalité qu'il faut bannir parce que pas juste pour la musique, mais dans la vie en général. Si t'es pas prêt à investir dans une bonne voiture, tu vas acheter une voiture qui coûte pas cher ou qui n'est pas en règle ou ce genre de choses et puis tu vas t'étonner qu'il y ait un accident, ta vie est en danger, ce genre de choses. Donc tu vois, il y a vraiment toutes les conséquences qui sont là et je pense que c'est un mindset qu'il faut avoir à partir du moment où parce que on l'a pas dit, mais nous on voulait faire si on l'a dit, la musique d'excellence et de qualité, Mhm. mais tu peux pas faire une musique excellente si t'as pas le matos qui va avec. Mhm. C'est clair que le matos ne fait pas le musicien, mais sans le matos, C'est compliqué. voilà, t'es compliqué, t'es limité. Et nous, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie le genre de limitation auquel on n'a pas envie de faire face. Donc, c'est vrai que on peut pas se battre avec les gens s'ils n'ont pas envie de mettre le prix pour telle ou telle chose. J'ai envie de dire dommage pour eux. Ouais. Mais on passe à côté de quelque chose et c'est une mentalité qui freine beaucoup le progrès, Ouais. qui freine le partage aussi. Et c'est dommage qu'on soit heurté à ce type de mentalité. Mais bon. Je suis totalement d'accord avec ton analyse. Mais je rajouterais en plus de ça qu'il y a un shift qui est en train de se faire dans la génération qui est là, qui elle est prête à mettre, mais elle n'a pas encore de quoi mettre, tu vois. Ils travaillent pas encore. Mais eux, ils Ouais. savent ce que c'est que d'aller dans des concerts. Allez, me jetez pas de pierre, hein, mais Coldplay, ils viennent en Europe là pendant l'été. Ouais. Le billet le moins cher, il est à 106 €. Ouais. Tu vois, ça c'est le billet le moins cher. Tu vas me dire c'est Coldplay. Ok, c'est Coldplay. Justin Bieber, le billet qui reste, ils sont à 223 €, tu vois. À 223 €. Ouais, non mais... Tu vois. Ouais. Et là, c'est normal parce que c'est Justin Bieber, tu vois. Et moi, je me dis toujours, mais là, t'as l'occasion de bénir un frère. T'as l'occasion de le permettre de continuer à faire ce qu'il est en C'est train de ça. faire. Je pense qu'on devrait pas s'en Exact. retenir. Donc, Mais après, enfin, moi je dis ça comme ça, mais je sais que c'est même moi une mentalité que j'ai pu avoir parfois de me dire, ouais, non, mais en fait, 40 €, ah là là, c'est beaucoup, tu vois. Mais vraiment, j'essaie de sortir de ce schéma-là parce que, bah, déjà, même moi avec le podcast, déjà, je me rends compte
de ce que ça coûte Ah ouais, l'investissement en ouais. termes de temps, tu vois? Et moi, Mmh. je suis pas du tout rémunérée pour le podcast ni rien, tu vois? Et je me dis: «Mais c'est rien, en fait, par rapport à ce que ça peut coûter de, produire un album ou de produire une tournée», tu vois? Donc j'essaie vraiment Mmh. de sortir un peu, tu vois, de ce truc de se dire: «Ouais, non, mais c'est trop cher, nin nin». C'est trop cher pourquoi, en fait? Par rapport à mes moyens, mais certainement pas par rapport à l'investissement Ça, que à la l'artiste a mis valeur dedans, que quoi. j'ai. C'est ça, c'est ça. Après, un concert qui coûte 40 €, si tu y vas et que tu estimes que ça vaut pas 40 €, c'est peut-être légitime. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas dire que dès qu'un chrétien va mettre un prix, il faut dire: «Ah non, c'est chrétien, il faut payer». Il y a pas de non, 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 il faut que ce soit aussi que ça correspond entre guillemets à ce que nous, il y a personne qui vient à nos concerts Exact. et qui dit: «Ah ben, en fait, on n'aurait Ça jamais valait dû pas, ouais. ouais, on n'aurait jamais dû payer», tu vois? Parce qu'ils viennent et ils se rendent compte d'eux. Et en plus, nous, ce qu'on fait, c'est que nous, nous, on investit tout sur, c'est notre société, donc la société qui met l'argent. Donc, on n'attend même pas de notre public, entre guillemets, cet argent-là. Mais en même temps, et on est reconnaissant, et on tient à le dire, on est reconnaissant pour ça. Notre public, il Ouais, bien répond. sûr. Il est là au rendez-vous et il nous permet, en venant à nos concerts et etc., de continuer au final. Mais c'est vrai ce que tu dis, tu as raison parce que je suis allée dans des concerts où effectivement, en sortant, je me suis dit: «Ça les valait pas». Mm. Bah oui. Ça les valait pas parce que j'aime pas l'artiste ou parce que parce que j'aimais pas le show ou quoi, mais parce que, voilà, le son ou la salle est pas adaptée ou enfin, tu vois? Et là, j'avoue que tu te sens quand même un peu frustré, tu te dis: «Ah ouais, quand même, pour ce montant-là, t'attendais peut-être un peu plus». Mais bon, après C'est pas grave, tu c'est reviens pas. je pense que même eux en ouais, tu reviens pas ou après, ben, tu te dis que, ben, voilà, ça peut toujours servir à l'artiste, tu vois? Ils se rendent bien compte, en fait, je veux dire, de toute façon, même vous, comme vous disiez tout à l'heure, en regardant les vidéos de tel ou tel prestat, à la fin, tu te dis: «OK, ça, c'était quand même pas top» et Ouais. cetera. Donc je me dis que de toute façon, ils savent faire, tu vois, une autocritique pour se dire: «Ben, là, c'est on a péché là-dessus ou sur ça», tu vois? Mm. Mais Ça. Et mais pour voilà. clôturer sur ça, en fait, on dit que c'est une industrie pour cette raison-là. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, en fait, la musique, ça reste un produit. Mmh. Toi, tu achètes un produit maquillage, tu achètes un pour ta skincare, peu importe, tu vois. S'il te plaît pas, tu vas Mmh. pas le reprendre. Mais s'il te plaît, tu vas non seulement le reprendre, mais Ouais, le recommander. Et la musique, c'est exactement la même chose. C'est exact. exactement la même chose. Ouais. Mmh. Trop intéressant. Vraiment, vraiment intéressant comme, comme discussion. Merci beaucoup parce que vous partagez plein de trucs, c'est trop bien. OK, mais on va passer donc à la fin de l'interview avec les 3 petites questions de la fin. Je vais vous demander à chacun de me partager votre morceau de louange favori du moment. C'est une vraie colle. Ah, c'est très dur. On peut en donner plusieurs ou on est limité à un? Allez 2. Ah, on a droit à deux. Tu as le droit à 2. OK, alors 2, mais un francophone et un en anglais. Wesh. Ouais, Ouais. les traductions, ça compte? Bah, du coup, faut donner non, 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 faut donner l'original alors Ah, je suis et dead. rendre à César ce qui appartient à C'est César. vraiment difficile. Toi, tu dis Ouais, quoi? non, c'est Vas-y. difficile, c'est difficile. Moi, j'en dirais un comme ça, tant pis. Ouais, du moment, j'en écoute plein. Mais Ah, vas-y, je vas-y. pense que le dernier, donc le titre en anglais, c'est As You Find Me de Ah, de Hillsong Hillsong. United. Allez. Ouais. Oui. Je sais pas. OK. J'aime trop ça. Ouais. Là, un titre en français, euh, je dirais Ébloui de Don Layton. Ah ouais. OK. Ouais. Trop bien. Je savais Bien. même pas. Mhm. Là, tu vois, Ah, je savais pas. je suis quelqu'un. Ah, franck, c'est cool. Des fois, j'ai l'impression que je connais tout sur rap alors que rien du tout. Ouais. Et en fait, tu vois, il fallait que vous veniez jusqu'ici. Ouais, t'as vu. Comment tu dis ça? Tu peux le dire pour moi? Ah ouais. God Turn It Around. Ouais. C'est de qui ça? C'est John Reddick. c'est John Riddick. OK, je connais pas. Ouais, ça c'est vraiment un titre ouais, que je trouve trop cool là. Il y a Alabaster de Rain Collective aussi. Oui. Mmh. Tu connais cette chanson? Je Allez. connais le groupe, oui. Enfin, je sais que c'est le groupe, mais je me rappelle plus trop la chanson, ouais. Et cette chanson, personne ne la connaît. Tu vois, c'est le genre de chanson Mais perdue si. dans un vieil album, tu vois, elle est juste guitare-voix. On la connaît. Ouais. Oui, moi, toi et moi, tu Ouais, la connais, mais elle est pas très connue du tout. Alabaster. Alors, francophone, ben, c'est le moment de faire des big up, je pense. Francophone, il y a des artistes, Vas-y. Red Boy, Divik, ça te dit rien? Non. Ok. Non. Ben, tu pourras l'écouter, lui, il est très intéressant. Divik, ouais, non, je connais pas. On est très fiers. Attends, qu'est-ce que j'ai écouté? Mick, ouais, Mick, il est cool. On le connaît. Ouais. Ouais, Mick, Euh, ouais. on a un feat avec lui, je sais pas si tu savais d'ailleurs.
Quel titre? Euh, sur son album. Je Ah, m'en- sur le sien, je pensais sur le vôtre. Ok. Non, pas sur le nôtre. Je l'ai vu Alors, sur le podcast aussi. ah, il est chouette. Il est chouette, hein. Ouais, il est trop bien. Ouais, ouais. Excellent. Gros big up. On les a pas vus ni rencontrés, mais on apprécie beaucoup ce que les gars sont en train de chercher à faire en termes de qualité. Des gars comme Souffle Nouveau, comme Myriam, Ah, comme yes. même Youssef Fer. Ils font Oui, quelque chose. oui. Alors, il y a tous les gars de la Holy Nation, c'est en Belgique. Conguinho, puis tous ces gars-là qui font aussi du Ah, ça, super. je connais pas. Ouais, c'est Ouais. dans le Louvain. Ça, c'est vraiment. Eux, tous ces gars-là, c'est intéressant à écouter. C'était mieux pas. Il y a un gars en Belgique qui travaille beaucoup, c'est I Lover. Ouais, ouais. C'est Je ça. connais, ouais. Lui aussi, il Ouais. vient de Belgique. En fait, il y en a beaucoup, hein. Donc, si jamais vous écoutez ça et je t'ai pas cité, c'est pas que je t'ai oublié, ok? Il y a vraiment Le petit disclaimer comme ça, ouais, ok. il y a vraiment beaucoup d'artistes à qui on tient de chapeau. C'était pas préparé. Ouais. Non, Donc, mais là, tu vois, tu as parlé de Souffle Nouveau. Ça, c'est mon titre du moment, ça. Tu es ah ouais, grand, de Souffle Nouveau. Ça, c'est le premier titre de ma playlist en boucle sur Spotify. Ce titre, il est incroyable. trop bien. Et Incroyable. ton Ah ouais. deuxième titre. Toi, t'écoutes quoi en ce moment? Eh ben, j'écoute ça. Souffle Nouveau, Tu es grand. Et j'ai en anglophone, en fait, c'est bête parce que j'ai dit ça en interview il y a pas longtemps, mais c'est vraiment les deux titres que j'écoute tout le temps en ce moment. Tu es grand, et en anglais, un groupe s'appelle City-A-Light avec une chanson qui s'appelle Only a Holy God. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. Non. Et sinon, en autre francophone, j'ai un autre titre en ce moment que j'aime trop, c'est de Simian, Langue de feu. Ok. Je sais pas si vous connaissez ce titre-là, mais Ok. il est Ouais. trop bien. Moi, je vois. Toi, tu vois pas que ça, c'est Miam. Moi, je fais des veilles, lui, il s'en fout. Ouais, lui, il est là. Juste appelez-moi quand faut jouer, en fait. Deuxième question. Votre collaboration de rêve. Collaboration de rêve. Artistiquement ou musicalement? T'es un fou, toi. Tu lui poses ce genre de questions. T'es un malade. T'es un fou, toi. Joker. Non, bah, musique. Non, mais en vrai, non, je sais pas, en fait. Mais oui, mais Les c'est une deux? question piège. J'ai dit, c'est le picky, tu vois. C'est un Ouais, un peu chirurgien. tricky, ouais. Non, Toi, je mais- suis piégé, en fait. Non, ta question à la base est une question piège. C'est vrai aussi. Parlons-en. Non, c'est pas ça. C'est que si demain, on te dit, tu montes sur scène avec un artiste. Sur scène ou on va en studio? Ah ouais, mince, ok, j'ai pris le Différent. Oh là là, mais alors là, vraiment, j'ai jamais eu autant de questions, de retours sur cette question. Ok. Sur scène, allez, sur scène. J'aime bien l'idée de la scène. Sur scène, si Toi, on- je sais. Vas-y. ouais, tu sais. Moi, je pars avec Israel Houghton. Ah ouais, c'est ça. Oui. Je croyais que t'allais dire Planet Checker. Non. Non? Non, Ok. Israël d'office, les yeux fermés. Ah oui, mais rien à voir entre les deux, par contre. Hein. Non, c'est vrai Entre qu'il Planet Shaker et Israel Newton, mais... Mais... Non, c'est vrai que ce sont deux univers complètement différents, mais Ouais. j'aime bien ce que les deux arrivent à dégager. Planet Shakers a vraiment cette folie. Ouais. On peut vraiment parler de folie. C'est une énergie de ouf qu'ils énergie. arrivent à Ouais, ils ont dégager. une belle énergie, ouais, c'est vrai. Chaque membre du groupe a vraiment son truc qu'il arrive à dégager. Et puis le groupe en tant que tel est cohérent dans sa manière de procéder. Mais Israel Houghton, c'est vraiment d'un point de vue musical, point de vue de son écriture, sa présence scénique, puis c'est un worship. Je Ouais. pense qu'il est plus dans le mode worship que Planet Carrément. Shakers. Que Planet Du coup, Shaker. pour ça, pour moi, je vais jouer avec Israel Houghton. Et toi, John? Moi, j'ai vraiment du mal. Alors, artistiquement, ce serait Folking and Country. Ouais. Oui. Pour l'instant, sur la scène, ils tuent ça. Eux aussi, ils sont sur une tournée de fou, là. Mais eux, je vais être honnête avec toi, ils font partie des gens qui sont nos inspirations, nos exemples. Si tu observes bien. Tu vois. Et C'est incroyable ce qu'ils font. eux, typiquement, parlons français, parlons chiffres, des tournées comme ils ont, c'est 20, 30, 40 millions. Ah ouais. Tu vois. Et ils sont venus, et ils tournent, ils font quoi, 200 dates sur une année? Tu vois, ça, Ouais, c'est ouais. le monde, tu vois, Et quand tu les vois, c'est une claque. Vraiment, c'est incroyable. Donc, artistiquement, moi, je dirais Folking Country. Maintenant, Ok. je sais pas, musicalement, je sais pas.
J'étais choqué par Run Collective. Il t'envoie une vibe qui est vraiment. Alors que c'est pas de base un style, enfin le style irlandais, voilà, mais. Non, mais ils ont un son qui est incroyable et même moi je trouve que, enfin même les voix en fait, c'est-à-dire que même vocalement, je trouve que c'est toujours excellent en fait ce qui sort. Ouais. Mm. Je crois que ce serait Elevation. Ouais, Ouais. Pour vivre des moments de louange, Ouais. tu vois. ouais. J'ai le droit d'en rajouter un deuxième, Vas-y, Kirk Franklin. Ah C'est ouais, Kirk Kirk Franklin. Ah Franklin. ouais. Kirk Franklin, ouais bah oui. Là Maverick. aussi l'énergie quoi en fait. Ouais. Maverick, ça doit être drôle aussi. Maverick City, ça doit être amusant. Mhm. Ouais, J'espère qu'on a bien répondu à ta question. On a essayé. ouais ça va. Vous avez même trop répondu à la question en fait. Justin Normalement Bieber, il faut juste ah non. Justin Bieber, est-ce qu'on peut le compter dans articles chrétiens ou pas? Carrément, ouais. Ah, Justin Carrément. Bieber, voilà. C'est bon, j'ai mon choix. Ok, Justin, très bien, très bien, très bien, on valide. Et dernièrement, mais je crois que Raph, t'as un peu déjà répondu tout à l'heure au tout début de l'interview, mais le titre dont vous êtes le plus fier. Non, moi, je reste sur ce que j'ai dit. Hein. C'est incapable. C'est incapable. Mais ça, c'est le titre qui te touche, qui te parle le plus ou celui dont tu es le plus fier? Non, ah ouais, celui dont je suis le plus fier, ok. Ah bah oui. Celui dont je suis le plus Faut répondre à la fier, question. je pense que c'est, je dirais, c'est vraiment compliqué, il y en a plusieurs, mais je pense que le titre dont je suis le plus fier, c'est Soleil, la version de Processus Expérience. Papa, c'est avec toi que je commence cette journée. Papa, embarque-moi, non je ne veux rien manquer. Papa, c'est avec toi que je commence cette journée. Papa, embarque-moi, non je ne veux rien manquer. Soleil. Parce que ça a été un challenge de retravailler cette chanson. Quand on écoute l'original et puis la deuxième qu'on a faite, ce sont deux univers complètement différents. Il fallait réussir à trouver une cohérence par rapport au style musical dans lequel on est parti. Mais ouais, je pense que c'est le titre dont je suis le plus fier. Ok, Soleil. Ok. Et toi, John? Moi, je suis désolé. Cette réponse va être super longue ou je sais pas quoi. Ouais, je suis vraiment désolé. Choisis. Parce que, Vas-y. en fait, je suis un affamé. Ça veut dire que je suis rarement, vraiment, totalement. Je suis fier, je suis reconnaissant et fier. Mais, donc, tout notre album, le premier album et le deuxième album, j'en suis vraiment fier et reconnaissant. Le premier, parce qu'on a su être authentique, on a partagé des choses. Je sais pas si t'as écouté la chanson Outro, par exemple. J'ai pas le souvenir. Non. Ok, mais je Faudrait que je la réécoute. Ouais. Donc, pour tout ça, on a été fiers. Il y a des chansons comme Courir. On a fait un feat Ouais. avec Stan, artiste qui est pour moi incroyable. En tant que rappeur, c'est vraiment incroyable. Mais Ouais. je pense que celle dont je suis le plus fier, c'est celle pour lesquelles on a le plus travaillé en équipe. Et donc, je pense à Confiance et à Première Place. Ah, première place, c'est excellente. C'est un gros, gros travail d'équipe. Cette chanson, je l'ai écrite en 2017. Ah ouais, ok. Et elle est ressortie Incroyable. maintenant. Tu vois, pour te dire. Ouais. C'était le moment. Ouais, c'est ça, c'est le moment. Waouh! Merci. Merci vraiment pour toutes vos réponses, parce que vous avez vraiment joué le jeu, vous avez partagé beaucoup. Donc vraiment pour ça, merci. Et en plus, c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'avoir des grandes discussions comme ça sur ces sujets-là, sur le sujet qui est justement l'industrie musicale chrétienne francophone. Ça fait beaucoup, mais voilà. C'est rare, donc vraiment pour tout ça, merci. Pour terminer, du coup, juste préciser à nos auditeurs donc, qu'on peut écouter vos titres sur YouTube et aussi sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, tout ça. On peut retrouver vos albums dessus, et vous avez également un site internet et vous êtes présent sur Facebook et sur Instagram. Crazy Hope. Voilà. Bientôt. Merci beaucoup, John, et merci beaucoup, Raph, pour tout ce que vous Merci nous à toi, avez, c'était tout ce que vous nous avez dit ce soir. Et peut-être à bientôt en tournée, hein. Qui sait? C'était la Worship Hour de Crazy Hope. Merci John et Raph pour votre ouverture d'esprit, votre franchise et pour tous vos mots d'encouragement en off. Vraiment, ça m'a trop touchée. Ce que je ne savais pas au moment de l'enregistrement qui a lieu il y a quelques mois, c'est qu'il se produirait dans ma ville, à Lyon, et avec le groupe Souffle Nouveau dont on parle dans l'épisode. Si vous êtes de la région, venez, ramenez vos potes, ramenez votre famille, vous verrez, ça va être énorme. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify.
Oui, c'est maintenant possible de laisser une note aussi sur Spotify, donc surtout, ne vous privez pas. Je vous laisse avec le titre Monts et Vallées de Crazy Hope et je vous dis à très vite. Que Dieu vous bénisse. Et dans les vallées, ta grâce viendra me chercher. Quand le brouillard se dresse à mes pieds, c'est sur toi que je peux compter. Je sais que tu es tout, je sais que tu es tout, je sais que tu es tout pour moi. Je sais que tu peux tout, je sais que tu peux tout, je sais que tu peux tout pour moi. Ou et bas ne me définissent pas. Ma vie suit ton cours d'eau sur le plateau de mes combats. Je sais que tu feras ce qu'il faut, le changement est important. Les méandres ne me font plus peur, chaque chose en son temps. Et chaque temps a son heure. Dans les